Alberto Giacometti est perçu comme le chef de file de ce petit groupe d'artistes modernes qui domina le monde de l'art durant une grande partie du XXe siècle. Alberto Giacometti, fils aîné de Giovanni Giacometti et d'Annetta Giacometti Stampa, est né le 10 octobre 1901 à Borgonovo, près de Stampa, dans la vallée de Bregaglia, au sud des Alpes suisses. Du couple naquirent 3 autres enfants, Diego et Bruno, ainsi qu'une fille, Ottilia. L'air oppressant et la nature hostile de cette vallée marquèrent profondément l'imagination d'Alberto. Le grand-père d'Alberto bâtit l'hôtel Pisduan sur le col de la vallée en 1906. Son fils Giovanni et toute sa famille vinrent s'installer dans une maison en face, légèrement diagonale. Ses parents perçurent rapidement son extrême sensibilité et ses dons exceptionnels. Une grande et profonde complicité, accentuée par la personnalité de celle-ci, l'unissait à sa mère Annetta. Elle durera jusqu'à sa mort. Mais son père tiendra aussi une place importante dans le développement artistique de son fils. Alors qu'Alberto n'était encore qu'un enfant, sa plus grande joie était de travailler dans l'atelier de son père. Un entraînement pour sa vie à venir. Dans le courant de l'année 1919, Alberto commence ses études artistiques à l'École des Beaux-Arts ainsi qu'à l'École des Arts Industriels de Genève. En janvier 1922, il gagne Paris, où il s'oriente vers des classes de dessin et de sculpture de l'Académie de la Grande Chaumière. Il suivra ses cours jusqu'en 1927. Entre 1942 et 1945, Alberto vit et travaille à Genève, où il rencontre même sa future femme Annette Arms à la brasserie centrale. Après la guerre, Giacometti retourne seul dans son atelier parisien et reprend son travail là où il l'avait laissé. L'année suivante, Annette le rejoint et ils se marièrent le 19 juillet 1949 à la mairie du 14e arrondissement. En octobre 1962, les médecins diagnostiquent un cancer de l'estomac et il doit subir une opération quelques mois plus tard à Paris, à la clinique Rémy de Gourmont. 3 années plus tard, pressé par Annette, Giacometti entre de lui-même à l'hôpital pour une faiblesse cardiaque et des problèmes circulatoires. Mais son état de santé s'aggrave peu avant Noël 1965. Le 10 janvier 1966, les médecins découvrent une péricardite. Il meurt le lendemain suite à des complications. Il est enterré dans un cimetière de Borgonovo, sa ville natale. Autoportrait 1918. Dans ce double jeu de portraits au crayon de sa mère et lui-même à l'âge de 17 ans, Alberto montre déjà une grande sûreté dans sa technique. Les 2 portraits de 3/4 reflètent l'engagement d'Alberto dans cette grande tradition de l'art européen qu'il avait étudié et copié dans des livres avec beaucoup de sérieux. Les 2 vues frontales, par contre, se rapprochent plus de l'art stylisé de Ferdinand Hodler, un ami de la famille, décédé récemment. Autoportrait, 1921. Sur ce tableau, Alberto peint en utilisant toutes les techniques apprises de son père. Des touches de pinceau volontaires et d'une grande intensité se côtoient avec des tonalités denses et brillantes. Mais un tempérament artistique très différent se dégage de cette approche analytique, par cette composition courbe, dans la forme rectangulaire du tableau. Nous voyons apparaître une construction symbolique que l'artiste utilisera tout au long de sa vie. Alberto se tenant sur un genou, son regard tourné vers l'observateur de son œuvre. La montagne à Stampa, 1923. 3 nus, 1923-24. Autoportrait, 1923-24. Crâne, 1923.
Autoportrait, 1923. Autoportrait, 1925. Torse, 1925. Sculpture que Giacometti présente à ses débuts au Salon d'automne. On reconnaît bien dans les trois éléments de la sculpture le corps humain et les jambes. Ils suivent la direction de la lumière géométrique. Ces formes raides, s'efforçant d'irradier vers le haut dans une vitalité organique, sont le résultat de ces années de dessin. Le point intéressant de cette sculpture de Giacometti annonce pour la première fois l'idée de la sculpture ouverte. Atelier à la sellette, 1931. L'intelligence de nature morte gudée à tête, 1927. Composition cubiste, homme, 1926-27. Personnage, 1926-27. L'isolation statique des éléments prévaut dans cette sculpture. Les échanges entre les personnages semblent être indiqués symboliquement par un système de tubes. Composition, inclinable, couple, 1927. Giacometti réalise un grand pas dans son œuvre en créant une intimité entre les solides, donnant ainsi l'impression que l'espace les pénètre. Bien qu'il soit encore géométrique, au toucher superficiel, ce premier travail introduit une dynamique intégrée. La forme de l'œuvre pourrait s'apparenter à la grande sculpture de Raymond Duchamp-Villon, Le Cheval, de 1914, tandis que bien d'autres aspects souligneraient plutôt l'influence de Lipchitz. Femme cuillère, 1926-27. Inspirée par les moulages en forme de femmes des cuillères africaines, Femme cuillère dégage une puissance évocatrice quasi magique pour l'observateur, l'obligeant à ressentir sa présence de façon inéluctable. La dimension du ventre de la cuillère rappelle l'idole de fertilité primitive. Arrondie en partie vers l'observateur et pourtant également lointaine. Cette construction puissante, créée par ses jambes glissant sur ce ventre démembré, surmontée d'une taille étranglée, d'une poitrine cubique et d'une petite tête borgne, semble prendre son envol, accentuant encore cette impression de flottement. Le couple, 1926. L'effort de Giacometti pour une représentation symbolique de la réalité est particulièrement évident dans cette sculpture. Isolés, sur des socles individuels, deux personnages se dressent avec chacun leur identité propre. La figure de la femme s'inscrit dans une structure en ellipse, forme qui n'est pas sans rappeler Autoportrait de 1925. Les détails, les signes appliqués ou incisés peuvent être lus comme des éléments du visage ou du corps entier. Cette inversion de l'ordre traditionnel des organes génitaux, traduit dans les yeux de l'un et de l'autre, renforce également la dimension de la sexualité de l'homme et de la femme. Ces deux personnages statiques, avec cependant un dynamisme latent dans le modelage, invitent au dialogue des sexes que Giacometti dépeindra dans nombre de ses futures sculptures. Les danseurs, 1927. Tête, 1926. Petit homme accroupi, 1926. C'est peut-être la plus petite et plus caractéristique représentation d'un personnage masculin exécutée par Giacometti entre 1925 et 1930. Elle se distingue des autres sculptures par son apparence plus réaliste, et il semblerait qu'elle appartienne plus à l'environnement de Stampa qu'au courant avant-gardiste parisien. On pourrait voir cette petite sculpture comme plate parmi ses autres œuvres parisiennes, structure carrée plutôt qu'élancée. Giacometti, cependant, arrondit les membres de ce personnage en lui donnant une forme accroupie. Tête de la mère de l'artiste, 1927. Dans cette œuvre, Giacometti poursuit toujours ses mêmes recherches.
Arriver à réaliser une sculpture qui apparaîtrait pleinement tridimensionnelle, pouvant être vue de tous les côtés, et qui en même temps semblerait privée de sa matière. Ce qui compléterait fort bien ce qu'il cherchait à atteindre, mais d'une façon plus ludique dans la sculpture « Petit homme accroupi ». Tête du Père, 1, 1927. Sculpture en bronze reprenant les techniques originales du travail de l'argile. Cette construction, par accumulation de matière, sert ainsi à donner du caractère aux moindres détails, comme sur l'aplat des cheveux. Tête du Père, 1927. Dans cette tête de marbre de Giovanni, le moyen d'expression paraît se situer entièrement dans le côté le plus simpliste des formes. Et pourtant, l'ensemble apporte une grande force au sujet, même s'il semble lisse et sans détail. C'est seulement sous une certaine lumière que les détails se lisent sur le visage dans un doux relief, tel des reflets sur la glace, et pourtant l'aspect du modelé domine toujours. Tête du Père 2, plate et gravée, 1927. La ressemblance visuelle de cette réplique de la tête de marbre se ressent dans cette version en bronze. Ici, de la manière la plus frappante de la série des têtes du Père, la partie faciale est biseautée, délimitant l'ovale du visage. Les traits de la figure sont gravés superficiellement comme sur un dessin. Dans le même temps, Giacometti poursuit son œuvre dans un dialogue réaliste entre l'influence cubiste et les formes ethnographiques, créant un enrichissement dans les diverses tensions entre les différentes possibilités artistiques. Le Père de l'artiste, 1932. Homme, Apollon, 1929. Femme, 1928-29. Tête qui regarde, 1928. Par cette œuvre, Giacometti réussit à créer une insaisissable sculpture incorporelle avec une telle simplicité que cela en devient étonnant. Ce travail, totalement innovateur, sera le point de départ de ses réalisations futures. Le visage aplati de la tête de son père et la tête modelée de sa mère sont ici représentés de façon extrême, résultat d'une recherche sur des personnages et des parties du corps exécutées sur plaque. Si l'observateur veut le regarder dans les yeux, tête qui regarde, tente une vue de profil. Il regarde, mais il n'admet pas que les autres le fixent droit dans les yeux. Femme couchée, 1929. Femme couchée qui rêve, 1929. L'artiste étend horizontalement une forme plane en état d'apesanteur et crée ainsi une dimension cosmique. L'œuvre est perçue comme un paysage de rêve avec un corps céleste flottant sur les ondes. Hommes et femmes, 1929. Trois personnages dehors, 1929. L'heure des traces, 1930. Cage, 1930. Boule suspendue, 1930. Vide-poche, 1930. Giacometti démontre avec clarté dans cette sculpture le concept des surréalistes. À savoir que les œuvres d'art pouvaient trouver leur identité dans le subconscient et s'échapper de la réalité quotidienne. À la place du socle, un objet banal, une petite coupelle dans laquelle vous mettez tous ces petits riens qui remplissent les poches de tout le monde. Cet objet ne constitue pas une coupure entre l'art et la vie, mais les relie plutôt inextricablement l'un à l'autre. À la question « Que sort-il de nos poches ?», de pauvres essais de sculpture plate qui finalement ne renient pas leur fonction originelle propre. Ils font plus, ils sont étendus au creux de la sculpture, évoquant un mouvement de balancement qui tente ainsi de déséquilibrer l'objet quotidien. Portrait de famille, 1930. Objet désagréable à jeter, 1931. Cette sculpture
transforme notre vision de l'œuvre précédente, Tête qui regarde. Elle s'avère moins noble et moins pure, plus biscornue, avec un côté obscène dans ses protubérances agressives. Elle pourrait être qualifiée de fétichiste au sens propre du terme. Quelque chose de créé pour apporter de sombres forces psychiques. Mais cette vulgarité exprimée, amalgamée dans une forme qui peut éventuellement déranger comme un objet disgracieux, devient une sculpture totalement achevée. Objet désagréable, 1931. Modèle pour un carré, 1930-31. Peut-être la première recherche sur des objets de sculpture carrée. Une corrélation évidente avec le Jardin d'Éden dans cette représentation de l'arbre de la connaissance et du serpent. Projet pour un couloir, 1930. Figure dans un jardin, 1930-32. Cette œuvre, la seule travaillée grandeur nature, modifie totalement les interprétations antérieures. Un ensemble de personnages résumés dans une œuvre unique, avec une relation très différente au regard. Non pas symbole, mais plutôt un appel pressant vers la représentation conventionnelle d'un personnage humain. Circuit, 1931. Homme, femme, enfant, 1931. Chute d'un corps sur un diagramme, 1932. Giacometti, dans cette œuvre, veut s'amuser de cette image d'un personnage se reposant sur un paysage. La relation entre la tête et le paysage viendrait d'une ancienne métaphore sur la corrélation entre le microcosme et le macrocosme. On remarque la cavité importante d'un œil, accentuant encore ce regard inerte fixé sur l'observateur. Caresse malgré les mains, 1932. Cette forme arrondie s'interprète habituellement comme un ventre de femme enceinte sur lequel des mains d'hommes sont incrustées, nous détournant de la beauté abstraite de la sculpture. Palais à 4 heures du matin, 1932. Selon l'artiste, ce palais reflète le passé, lorsque sa femme et lui tentaient avec obsession de construire un palais éloigné de tout. Giacometti associe la colonne vertébrale à la femme, le personnage debout à gauche étant sans doute sa mère, telle qu'elle lui apparaissait étant enfant, et lui-même se situant dans la tour inachevée ou en ruine. Tout semble incorporel, transparent, chacun seul et en même temps faisant partie d'un ensemble. La façade intemporelle du temple avec ses 3 portes, solennelles, inabordables, personnage de la mère se tenant à l'opposé de son amour pour son fils, à la merci du temps qui passe et de la mort. Passerelle fragile, en verre, qui relie les 2 pensées comme un symbole de masculinité. Un regard voilé, un organe sexuel diminué, ambigu, presque en érection. Atelier, 1932. L'atelier de Giacometti fut représenté dans de nombreux dessins. Mais rien n'apparaissait aussi clairement, avec une telle lucidité métaphysique, que sur ces 2 dessins de 1932. À gauche, ce personnage d'une femme gracile qui marche, sans tête et sans bras, avec ce découpage superficiel triangulaire sur l'estomac, marqué aussi fort que sur la sculpture définitive, femme qui marche. Mon atelier, 1932. Dessiné avec une précision aérienne, palais à 4 heures du matin, trône au centre de la pièce, presque comme un modèle réduit de son atelier, avec plusieurs compositions de ses œuvres regroupées autour de lui. La femme couchée de Projet pour un couloir est debout contre le mur, et l'on aperçoit aussi les éléments individuels agrandis de Modèle pour un carré. Femme égorgée, 1932. Image
l'image d'un assemblage de feuilles, des formes de coquillages dentelés s'étendant tel un insecte démembré, cette sculpture nous incite à la voir s'animer. Une impression de métamorphose terrifiante en une araignée géante aux pattes agressives ou à une femme la gorge ouverte, tordue dans les affres de l'agonie. Le vœu de l'artiste était que la sculpture soit à même le sol, sans socle, plus proche ainsi du regard. On ne joue plus, 1932. L'effet principal de cette œuvre est une allusion à un cimetière. Cette sculpture se divise en diverses sections, comme un jeu ou une construction géométrique, où les éléments figuratifs sont très distinctement lisibles et inévitablement exposés aux forces punitives. Pointe à l'œil, 1932. Une statue de combat selon un rituel mexicain avec un canal pour le sang du sacrifice. La victime, l'œil transpercé par une pointe, paraît être morte. La mort toujours gagnante sur l'histoire de la vie. Main prise, 1932. Cette manivelle mécanique incite l'observateur à la tourner, mais il ne le doit pas, et le résultat de cette envie imaginaire évoque le sadisme et le masochisme. La main qui essaye d'attraper le bras du mécanisme fait penser à des prothèses ou à des mannequins en vitrine. Représentation favorite des surréalistes, avec leur culte de la contrainte et leur phobie du contact physique. Fleur en danger, 1933. L'objet invisible maintenant le vide, 1934. Cette sculpture est un hommage au père de Giacometti. Cette grande femme majestueuse qui tient l'âme du défunt est la copie d'une statue égyptienne. La fente horizontale observée sur le socle évoque l'ouverture d'une tombe. Au-dessus, le personnage féminin avec sa base comme un cercueil, tourné vers l'observateur, les bras levés, tandis que l'intérieur noir du tombeau est visible par la fente du socle, ténèbres du fond, d'autant plus sombre qu'il s'oppose de plus haut au vide contenu dans les mains de la femme. L'âme, ou Ka, peut communiquer au travers de deux influences. Sa présence est située dans le hiéroglyphe de l'oiseau d'âme, ou l'oiseau de la mort, sur le côté du trône. Figure, 1935. Le monde m'étonne chaque jour de plus en plus. Il devient ou plus vaste ou plus merveilleux, plus insaisissable, plus beau. Le détail me passionne, mais pas plus que l'ensemble, parce que comment faire la différence entre le détail et l'ensemble? Figure, 1935. Tête dite cubiste, 1934. L'ambivalence entre la vie et la mort frappe dans cette sculpture. Le côté mort semble beaucoup plus fort et plus réel que l'autre côté, celui de la vie, plus lisse et plus abstrait. Les différentes façons d'aborder les deux côtés de la tête laissent à penser que l'exécution ne fut accomplie qu'après une analyse réfléchie des formes. Le cube, 1934. Autoportrait, 1935. Cet autoportrait dessiné est le témoignage des efforts de Giacometti pour donner de la vie en utilisant un mélange des techniques cubistes et d'apports de l'art égyptien. La mère de l'artiste, 1937. Cette peinture rappelle par son intensité une de ses premières œuvres, Autoportrait, de 1923. La même représentation monumentale du personnage, avec un accent plus marqué sur le visage. Mais au lieu d'une application de couleurs par de multiples facettes, des traits noirs et clairs délimitent ici les formes du visage. Une énergique construction de traits implacables traduit la réalité, mais sans aucune lourdeur. Pomme sur un buffet, 1937. Pomme sur le buffet, 1937. Sur cette toile, Giacometti se concentre sur une unique pomme posée exactement au centre de son champ visuel.
Dans cette exécution pourtant sommaire, il exprime avec une grande précision la décroissance de l'aplat du buffet vers le bord de ce champ visuel. Perçu comme une exploration philosophique, Giacometti n'a pas cherché à naïvement peindre ce qu'il voyait, mais plutôt à réaliser la réalité de sa perception intérieure. Copie d'après le portrait du pape Innocent X par Velázquez, 1936, daté 1942. Cette copie, exécutée tel un croquis par sa petite dimension et son côté flottant, reflète les traits caractéristiques du maître d'Aix d'une manière remarquablement précise. 1937, étude de tête. Étude de la tête de Didefry, 1937. Étude d'un bas-relief égyptien. 3 études de la tête de Gudea. Vase et fleurs, 1938. Le chiffonnier, 1941. Intérieur, 1942. Dessin automatique, 1943. Petit buste sur double socle, 1940-45. Petite figure sur socle, 1940-45. La sculpture n'offre pas cette possibilité de distance entre un personnage et l'observateur, figuré dans une peinture par une illusion des aplats dans l'espace. En exécutant toutes ces petites figurines, Giacometti essaie pourtant l'expérience de créer cette distance. Afin de distinguer ces personnages minuscules des miniatures habituelles, il les exécute sommairement et les place sur des socles de grande dimension. Ainsi, Giacometti pensait amener une parenté entre le motif et le champ visuel comme dans une peinture. Nu, 1942-43. Femme au chariot, 1942-43. Giacometti construit cette sculpture non pas comme il le fait normalement avec de l'argile et une armature de fil de fer, mais avec du plâtre directement appliqué sur une ébauche en paille. Ce qui donne un côté amorphe et poupée de chiffon à ce corps pourtant bien sculpté. Cet effet longiligne, les faibles rondeurs et ce côté informe sont comparables à celui d'un corps de jeune enfant. De ce fait, la sculpture semble flotter, sans organes vitaux ou impulsions organiques, sans les formes géométriques de base. Intérieur de l'atelier, 1940. Portrait de Pierre Loeb, 1946. Giacometti accomplit sur ces portraits des progrès décisifs dans son étude des techniques de dessin. Lors de sa période calme en Suisse, ces formes rigides de fin 1930 avaient déjà commencé à perdre un peu de leur sévérité et l'espace les entourant évoluait vers une certaine transparence. Mais en 1946, ce processus s'accéléra sensiblement, comme en témoigneront ses œuvres futures. 1946, Pomme. Portrait de Jean-Paul Sartre. Hommage à Balzac. La mère de l'artiste. Tête de Diego, 1947. Tête sur tige, 1947. Le spectateur se sent immédiatement agressé par cette tête empalée, qui pourtant semble terriblement vivante. Ce mélange de rigidité morbide et de vie a eu une signification particulière pour Giacometti. La manière dont il disposa la tête avec cette expression immuable donne l'impression qu'il a capturé la vie de son modèle en le pétrifiant. Le nez, 1947. Le nez représente une sculpture en totale opposition avec les surréalistes, en obligeant et en confrontant l'observateur à la violence du regard de ce nez agressif. Il pouvait en effet représenter la mort surgissant des ténèbres. La jambe, 1958. La jambe représente un aspect sévère et mutilé, dû sans doute à l'accident dans lequel l'artiste, heurté par une voiture, eut le pied cassé.
Giacometti a voulu redonner gloire à ce qui n'était plus, en posant le pied hors de la poussière sur un socle, faisant ainsi de la jambe un mémorial. La main, 1947. La main de mannequin utilisée pour les vitrines de magasins devient une sorte d'avertissement, un membre chétif et mutilé. Figure dans un intérieur, 1946. Les figures de Giacometti attirent le regard sur le manque de détermination de leur existence. Leur position est étudiée soigneusement. Leur attitude, faite à partir de croquis esquissés dans la rue, d'après des groupes de personnes, émerge sur le dessin en de multiples traits et aplats. Femme debout, 1947. Cette femme de face semble éclore du sol telle une apparition et s'accrocher sur le papier avec une profonde intensité. Femme debout, 1946. Femme Léonie, 1947. Le grand personnage, 1947. Femme debout, 1948. Femme debout, 1948. Homme qui marche sous la pluie, 1948. Homme qui marche, 1947. Une illustration de Giacometti lui-même, vue en tant qu'artiste, s'efforçant toujours d'aller de l'avant. L'allure de Homme qui marche, la première figurine longiligne de ces sculptures, possède la solennité des statues égyptiennes ainsi que la foulée plus sévère du propre Homme qui marche de Rodin. Le personnage de l'artiste avance timidement, comme si c'était son premier pas. Place, 1948. La cage, détail, 1950. Cette statue peut être interprétée comme la représentation d'un dialogue. En effet, la tête, sa propre conscience, émerge du bloc puis assimile et intègre le fait de se confronter à une réalité perçue, la statuette, et tout ceci dans un royaume imaginaire délimité par les barreaux de la cage. 4 femmes sur socle, 1950. 4 figurines sur base, 1950. Sur cette œuvre, l'observateur aperçoit 4 femmes toutes menues, au loin, posées sur une base imitant le lustrage et le côté vieillot des planchers en bois. La forêt, 1950. Le chariot, 1950. Le processus de la perception de la tension entre l'avancée apparente et l'insaisissable recul reste un mystère insondable, exprimé ici par cette image du chariot. Ces bases fragiles et flottantes opèrent une division entre les intentions du personnage et celles de l'observateur. Diego, 1948. Afin d'apporter des indications rudimentaires sur l'espace et la composition des éléments, Giacometti structure le champ pictural par des rectangles du même style que ceux qu'il utilise régulièrement dans ses dessins. Ils sont reproduits ici dans un système compact de croisillons, dans le but de créer un espace pictural précis. Sur une des mains, une densité de traits noirs et blancs apporte une certaine transparence et définit le sujet. Sur l'autre main, par contre, des aplats de couleurs terreuses sont plaqués et lissés avec un large pinceau, un peu comme un vernis. L'atelier, 1951. L'atelier avec sculpture, 1953-56. L'intérieur, 1949. 1950, l'atelier Nature morte. Annette et le chariot. La mère de l'artiste. Annette à Stampa. Portrait d'Annette, 1951. La mère de l'artiste, 1951. Pomme dans l'atelier, 1953. Étude de pomme, 1952.
Nature morte, 3 pommes, 1959. Buffet à Stampa, 1955. Intérieur à la table, 1959. Vase de fleurs, 1952. Vase de zinnia, 1959. L'homme au doigt, 1947. À l'origine, ce personnage devait avoir un compagnon, mais celui-ci n'a jamais été définitivement réalisé. S'il y avait eu 2 personnages, l'observateur aurait probablement été confronté à un huis clos entre les 2 figures, alors que la volonté de l'artiste a été de créer un pont entre son personnage et le spectateur. Homme qui chavire, 1950. Cette sculpture figure comme l'une des plus graciles, avec ce personnage fragile qui semble toujours sur le point de tomber de son socle cylindrique. Cependant, il tient debout, projetant sa tête en arrière avec extase. Un homme qui tombe se retrouve toujours dans une situation extrême, où sa destinée immédiate devient évidente. Femme assise, 1950. Figurine entre 2 boîtes qui sont des maisons, 1950. Un personnage féminin blanc dans une boîte en verre rappelle inévitablement Blanche-Neige dans son cercueil, une des premières obsessions de l'artiste. Représenter une personne rattrapée sur le chemin de la vie par son destin et allant de l'utérus de sa mère jusqu'à sa tombe est la signification de cette œuvre. De façon anecdotique, une autre interprétation, celle d'Annette entre Paris et Stampa. Le chien, 1951. Le moins que l'on puisse dire du chien, c'est qu'il se prête aussi aux questions sur l'interprétation de l'existence. De même qu'il peut refléter l'existence d'une vie misérable, il peut aussi être le symbole de l'autonomie et du bien-être. La rue, 1952. Ce tableau représente la rue s'enfonçant vers l'infini, telle que l'aperçoit Giacometti lorsqu'il sort de son atelier. Il la montre avec ses techniques propres de peinture, allant vers l'essentiel de cette scène, une rue qui s'étend comme toutes les rues jusqu'à son point ultime. Les arêtes des immeubles sont renforcées par ce tracé de lignes doubles et noires. La montagne de Stampa, 1955. Arbre à Stampa, 1955. Le jardin à Stampa, 1954. Le premier sujet qui émeut Giacometti dans les années 1952 et qui retient particulièrement son attention dans le paysage tout au long des années 50 sera le verger devant l'atelier de son père, représenté ici dans le jardin Stampa. Ce jardin faisait presque partie de chez lui. Il lui suffisait d'ouvrir la fenêtre ou de tirer les rideaux pour voir la cime des arbres, le poteau télégraphique penché, le flanc de la colline, sur la droite l'hôtel de ses grands-parents, l'abri des animaux et les immeubles sur la gauche. Le tableau se présente en 5 scènes progressives, jusqu'à l'explosion de la lumière du jour, inondant même le point le plus éloigné de la toile. La force initialement concentrée au centre de ce grand tableau rayonne de plus en plus profondément sur la totalité de l'œuvre. Paysage de Maloja, 1953. Ce tableau fantomatique représente la vue de la maison de famille l'été, presque au niveau du col des montagnes au-dessus de Stampa. Paysage à Stampa, 1952. La maison de l'artiste est peinte à droite de la toile. L'observateur peut déambuler dans le jardin de la demeure de ses grands-parents, dans la vallée, près de Maloja. Paysage, 1957. Maloja, vue du côté de Marnia, 1957. Buste de Diego, 1950. Grande tête de Diego, 1954. De la main de l'artiste naît, avec une différenciation très fine, la capacité de sculpter 2 profils différents du visage. 2 profils difficilement liés l'un à l'autre par cette exécution intimiste.
Par contraste, l'exécution très plate et très soignée de cette œuvre sert à animer le côté face du visage. La mort, souvent associée aux sculptures de profil dans l'art de Giacometti, se retrouve ici dans la bouche entr'ouverte et l'arête saillante du nez. Diego au Shanghai, 1953. À travers la relation entre la tête et le corps, la déformation des proportions et la force d'exécution de cette sculpture, Giacometti trouve des moyens d'activer notre mode de perception. Sa technique est pourtant simple dans cette œuvre. Diminution et retrait de la tête en concentrant toute l'énergie dans ce torse disproportionné qui domine tout l'espace environnant. Le contraste d'une tête minuscule et d'un socle massif dans les sculptures miniatures provoque une tension du fait de l'augmentation régulière de la puissance de l'œuvre. 1954. Diego au blouson. Buste de Diego. Diego à la chemise écossaise. Cette toile, à la posture complexe et au visage peint avec grande précision, dévoile exclusivement le caractère du frère de Giacometti, son modèle, son assistant et surtout le plus grand complice de toute sa vie. Jean Genet, 1954-55. Portrait de Jean Genet, 1954-55. Giacometti exécuta ce portrait d'après la statue du scribe accroupi au Louvre à Paris. Une forte intensité intimiste se dégage de cette peinture. La tête semble flotter, juste tournée vers ses pensées. Portrait de David G. Thompson, 1957. Sur cette toile, une grande réduction des proportions saute aux yeux. L'espace entre les genoux et la tête provoque une gêne optique profonde et nous entraîne à voir le personnage comme quelqu'un de fermé et de distant à la fois. Thompson est peint comme un homme visiblement très égocentrique, dont la présence est menaçante par sa tête minuscule et pourtant imposante, et la position des mains agrippant les cuisses comme des serres puissantes. Portrait de David Sylvester, 1960. Jean Genet, 1954. Annette, 1954. Portrait de Stravinsky, 1957. Henri Matisse, 1954. Giacometti se vit confier la réalisation d'un dessin préliminaire pour une médaille à l'effigie de Matisse. Il exécuta une série numérotée de dessins, dont celui-ci. Matisse mourut quelques mois plus tard. Portrait de James Lord, 1954. Portrait de Eberhard Kornfeld, 1959. Portrait de Silvio Bertù, 1959. Nu, d'après nature, 1954. Femme de Venise 2, 1956. Femme de Venise 8, 1956. Femme de Venise 5, 1956. Les femmes de Venise montrent une nouvelle maturité dans le travail de Giacometti. Chacune d'elles offre différentes caractéristiques de recherche. Les têtes, toutes petites et hautaines, l'innovation de la forme du socle incliné sur lequel reposent de trop grands pieds fait paraître ces femmes comme illusoires. La sculpture en 3 dimensions révèle le côté érotique des seins et du bassin, dont les courbes sont accentuées par la présence des 2 mains sur chaque côté. De plus, le modelage extrême rejette l'impression morbide que pourraient produire les surfaces fissurées, presque déchirées et changeantes des statues. Une certaine rigidité dans le mélange de déesses et de concubines de cette statue égyptienne comme un cadavre en décomposition. Tous ces sentiments n'ont jamais été aussi bien vus que dans cette série, où chacune de ces femmes peut être la plus importante. Diego, 1956. La brume grise qui entoure le personnage comme des flammes suggère un appel au secours presque désespéré pour revendiquer une liberté de l'espace qui semble être refusée au modèle.
Yanehara, 1956. Dans cette peinture, la perspective habituelle de l'arrière-plan a très nettement disparu. Le trapèze à droite indiquerait plutôt un élément retenant le personnage à l'intérieur du rectangle de la toile. Tout le reste de la surface, ce pâle flottement jaunâtre et grisâtre, devient un nuage indéfinissable, un pan de couleur pour le cadre interne. Portrait de Isaku Yanehara, 1959. Yanehara, 1961. Nature morte avec des bouteilles, 1958. Grand nu assis, 1957. Ce grand nu d'Annette dégage une sombre et noire humeur. Cependant, une partie du personnage paraît se détacher de l'espace et semble indiquer la fin de la tempête. Au lieu de se noyer dans ce nuage épais, la femme donne l'impression de flotter, sentiment renforcé par l'étroit format vertical du cadre et la clarté sur le tableau, spécialement en haut du sujet. Aeka, 1959. Le charme de sa sœur de 15 ans a inspiré Giacometti dans la coloration énergique d'Aeka. Pour les séances de pause, elle s'est assise près d'une fenêtre, uniquement pendant la journée. Annette dans l'atelier, 1961. 4 figures et une tête, 1960. Grande tête, 1960. Homme qui marche 2, 1960. Grande femme 2, 1960. Giacometti offre un ensemble de sculptures plus grandes que d'habitude. Homme qui marche 2, grande femme 2 et une tête sur un socle, lesquels représentent les 3 thèmes majeurs qui ont hanté presque exclusivement sa période de maturité sculpturale. Pour arriver à ces statues plus monumentales, il exécuta de nombreuses variantes de modèles minuscules dans son atelier inconfortable. Annette, 1959. Annette, 1954. Annette apparaît au premier plan, ne montrant que les 3/4 de son corps nu aux rondeurs sensuelles. Une vision d'Annette peu courante dans l'œuvre de Giacometti. Les influences mutuelles de toutes les techniques, dessin, peinture, sculpture, tournent toujours autour d'une même recherche, percevoir et capturer la réalité. Le but principal et basique de Giacometti, représenter ce que l'on voit. Les thèmes de l'œuvre de Giacometti se retrouvent largement dans ses dessins ou travaux graphiques similaires. Dans ses peintures, il reproduit des paysages familiers, des natures mortes et les gens qu'il côtoyait. Mais ses sculptures ne furent que têtes, femmes debout ou hommes qui marchent. En fait, la variété de ces modèles est devenue de plus en plus restreinte. Parfois même, un motif identique était réalisé dans 3 techniques différentes. Le plus bel exemple en est peut-être le portrait d'Annette. Giacometti chercha par tous les moyens d'expression un renouvellement pour une évocation toujours plus rigoureuse du modèle éphémère vivant. Annette, 1960. 1962. Annette 4. Annette 5. Annette 4. Annette 8. Caroline. Caroline 2. Le rayonnement du personnage illumine tout le tableau. Sur les bords de la peinture, la toile brute et les traînées de couleurs faites d'un agglomérat de pigments confirment la volonté de concrétiser le tableau. Les timides tentatives d'un cadre interne et le voile de couleurs entourant la tête construisent l'espace autour du personnage. Le corps, traité à la façon d'expressionnisme abstrait, attire l'attention du spectateur au niveau psychologique et visuel.
Inévitablement, regarder le torse conduit le regard vers la tête qui fixe le spectateur avec une intensité sculpturale. Un exemple du pouvoir d'illusion évocatrice de la peinture réaliste que Giacometti savait faire exploser. Caroline, 1962. Autoportrait, 1960. Portrait de la mère Lisan, de face, 1963. Portrait de la mère Lisan, de profil, 1963. Intérieur à Stampa, 1959. La suspension à Stampa, 1963. Atelier à Stampa, 1964. Chambre d'hôtel 3, 1963. Grande tête noire, 1961. Grand nu, 1962. 1965, femme et tête. Buste d'homme, New York 1. Lothar 2. Lothar assis 3, 1965. Le buste de Lothar, avec ses épaules tombantes, est enfermé dans une sorte de réalité informe qui suggère les théories du matérialisme de base, la terre qui tourne inexorablement et le temps qui passe. Cependant, cette tête sur ses épaules possède un rayonnement buté, expression rarement observée dans l'œuvre de Giacometti. Le regard est hautain et rappelle les statues des scribes égyptiens. L'ensemble atteint le sublime, là où le temps cesse d'exister. Les oppositions entre la vie et la mort, la densité des formes et l'absence de forme sont englobées dans cette œuvre presque transparente et esthétique. Cette sculpture figure parmi les dernières œuvres de sa vie.